Poursuis cette causerie que j'ai commencé hier soir en parlant d'un autre aspect problématique qui est ressorti de mes entretiens récents, c'est le rapport au langage, tout simplement. Alors, j'ai eu un interlocuteur qui d'ailleurs va apparaître sur Internet, qui assume pleinement, en quelque sorte, quand on le pousse au bout de son discours, au bout de son raisonnement, qui assume pleinement l'importance extraordinaire qui est accordée au langage en astrologie. En astrologie, pas seulement en astrologie, dans tous les modes de communication, de thérapie, de consultation, le langage est fondamental. Alors, il s'agit d'une personne qui est numérologue et qui me dit que finalement, qui évidemment accorde de l'importance aux mots, aux noms utilisés, mais qui finalement, quand je lui dis, mais est-ce que les gens comprennent ce que vous leur dites? Il me dit, ben oui, ils comprennent, parce que finalement, le langage est un moyen de communiquer, donc effectivement, si je leur parle en français, ils comprennent ce qu'on leur dit. Alors, et puis ils comprennent ce qu'ils ont à comprendre, enfin bon. Alors moi je trouve que c'est un petit peu court comme raisonnement, comme point de vue. Et le cas de l'astrologie est intéressant parce qu'en fin de compte, même le mot astrologie lui-même, alors à la limite il fait partie du langage. Donc finalement, c'est comme si on était pris dans une sorte de toile d'araignée où les mots sont déjà codifiés et où on ne pourrait plus les modifier, ou en tout cas on ne pourrait les modifier que par un processus extrêmement long, extrêmement complexe, d'évolution des mentalités, etc., qui prendrait des siècles, n'est-ce pas? Bon. Donc effectivement, si on parle du masculin-féminin, ben forcément, ça fait fonction, d'après lui, ça dépend bien entendu de l'image que les gens ont dans leur langage, de ce que veut dire un homme, une femme, masculin-féminin. Donc en fin de compte, il y a des gens qui parlent et dont le référentiel est interne au langage, c'est-à-dire que j'emploie un mot, bon, ça renvoie à tous les mots qui sont associés à ce mot-là dans la langue la langue que j'utilise, dans laquelle nous communiquons, ou bien alors, l'autre point de vue, c'est le langage qui renvoie à un savoir, et un savoir qu'il faut établir, qu'il faut étayer. Et à ce moment-là, quand je dis une femme dans la communication, je suis conduit éventuellement à préciser ce que j'entends par là. Et ce que j'entends par là, c'est pas forcément ce que le langage entend par là. Hein? De la même façon que dans le cas de l'astrologie, c'est pas parce que j'emploie le mot astrologie que ce mot veut dire nécessairement ce que l'on imagine que peut signifier ce mot quand on l'emploie dans la langue courante. Voyez-vous? Donc on arrive à des trucs absolument hallucinants avec une sorte de mystique du langage qui fait que les mots ont le sens que les gens veulent bien leur donner et que la société veut bien leur donner. Alors vous comprenez bien que dans le cas de l'astrologie, c'est un peu un problème, parce que si on ne peut pas modifier l'astrologie et la demande d'astrologie et l'image de l'astrologie parce qu'on est tributaire de la façon dont ce mot est perçu dans l'opinion, on n'en sort pas. Donc, cette espèce d'utilisation du langage pour le langage, par le langage, est inacceptable. Elle est ce que j'appelle une utilisation de pénurie. Alors vous savez que j'ai beaucoup parlé de la question de la pénurie, au niveau alimentaire notamment. Eh bien, quand on n'a pas possibilité à se référer à quelque chose d'extérieur, au monde dans lequel se situent les interlocuteurs, hein, on n'a pas le temps d'aller voir, on n'a pas le temps, c'est un problème de temps, on n'a pas le temps d'aller voir ce qu'il en est, on n'a pas le temps de discuter si on est pour repenser éventuellement les choses, et bien à ce moment-là, bien entendu, on est tributaire du sens premier qu'ont les mots dans la communication entre les interlocuteurs qui sont ici et présents, iketnak. Voilà. Donc mais ça j'avais déjà remarqué à pas mal de reprises, n'est-ce pas? Donc c'est une sorte de... Donc au lieu que l'astrologie renvoie à des savoirs, elle est... Ou plutôt exactement, excusez-moi, quoique c'est exact également, dès lors que le langage, normalement, doit renvoyer à des savoirs, et que ces savoirs, on n'a pas accès à ces savoirs, eh bien, c'est le langage qui lui-même s'autogère, s'autosuffit,
Et par conséquent, eh ben, on en est à comme ça, des images globales, des images des lieux communs sur le sens du mot. Et en quelque sorte, on est dans une sorte de savoir intemporel. Un savoir qui se perpétue de décennie en décennie, sinon de siècle en siècle. Et ce que j'ai appris quand j'avais 4 ans, ben, c'est toujours valable aujourd'hui, 60 ans après. Voilà, donc si vous voulez, cette façon d'échapper à la contrainte du savoir, à la contrainte de l'expérimentation, à la contrainte de l'explicitation, à la contrainte de la réflexion, pour se contenter d'une espèce de champ sémantique dans lequel tout le monde, évidemment, va évoluer avec une certaine facilité, puisque c'est un champ sémantique qui est commun à tous. Encore qu'on pourrait discuter là-dessus, parce qu'au niveau linguistique, effectivement, ce champ sémantique, il peut être plus ou moins structuré, plus ou moins élaboré, plus ou moins sous-tendu. C'est le problème de la morphosémantique, notamment. C'est le problème des racines, c'est le problème de l'étymologie. Enfin bon, il y a bien entendu différentes strates. Mais malgré tout, il y a une espèce de consensus mou qui voudrait que le langage s'autosuffise, c'est-à-dire que les mots employés se définissent par d'autres mots qui sont également employés et qui sont liés, associés entre eux par des phénomènes de synonymie, d'association d'idées, etc. Un peu à la façon de Freud. Alors effectivement, ce qui est vrai, par exemple, pour en effet la psychanalyse, lacanienne, etc., où effectivement on peut jouer sur les jeux de mots, les associations d'idées que les gens ont dans la tête, mais c'est limité quand on est dans un champ plus scientifique, et puis l'astrologie de toute façon n'a rien à voir avec la psychanalyse de cette manière, enfin, à moins que... Et d'ailleurs Michel Gauquelin était tombé un peu dans ce piège quand il avait étudié les traits de caractère. Alors il définissait les planètes d'après des mots-clés, mais ces mots-clés, il les avait associés à d'autres mots qui étaient normalement dans l'esprit des gens associés à ces mots-là. Enfin, il avait fait une sorte de psychosociologie où les gens définissaient les mots d'après l'usage qu'on en faisait, d'après les associations d'idées qu'on en faisait. Alors il y avait comme ça des colonnes de mots qui étaient liés à telle planète, par exemple, parce que, effectivement, dans l'esprit des gens, ce mot-là renvoyait à tel autre mot, etc., etc. Donc il y a une espèce de croyance dans le langage, dans l'omniscience du langage, qui est, à mon avis, propre malgré tout à des personnes qui ont un déficit culturel, un déficit épistémologique, un déficit au niveau de la recherche, de l'apprentissage des notions, de la même façon que, effectivement, les gens qui la malbouffe, là on pourrait parler d'une sorte de mal-pensée, enfin peu importe. La malbouffe, c'est aussi le fait d'utiliser des produits vils, des produits qu'on a sous la main, qui ne vous coûtent pas grand-chose en tout cas, et puis de s'en contenter en mettant, peut-être saupodrant un peu de quelques éléments un peu plus goûteux, un peu de ceci, un peu de cela, un peu d'ingrédients, mais malgré tout en gardant le produit vil. Bon, donc effectivement, là nous avons affaire à des problèmes de culture, de socioculture, et effectivement, il semblerait que les astrologues, et leurs clients surtout, soient des gens qui appartiennent à ce champ culturel, à cette sous-culture langagière, qui, au fond, se passerait en quelque sorte du référentiel, c'est une sorte du signifié, enfin, du référentiel qui est censé sous-tendre justement ces mots. Le mot devient l'alpha et l'oméga. Voilà, le langage devient l'alpha et l'oméga du savoir. Alors ça, c'est une croyance qui est extrêmement répandue dans le public, et dont il faudrait se sevrer pour ne pas continuer à la véhiculer, à la perpétuer. D'une manière générale, je voulais aussi dire quelque chose au niveau du langage, encore un peu plus, c'est le problème de l'utilisation des formules négatives. Parce que finalement, qu'on le veuille ou non, le langage est normatif. Le langage est normatif. Quand je dis c'est un chien, ben c'est un chien, comme dirait Boileau, un chat est un chat. Donc c'est un chien, donc c'est un chien. Et ça renvoie donc au concept de chien, à tout ce qu'on sait scientifiquement sur le chien. Bon. Et c'est valable pour n'importe quel sujet. Les mots doivent être définis. Les mots doivent être définis non pas par le langage lui-même, même si on se sert du langage pour cela, non pas par
le champ étymologique sémantique du langage utilisé, mais défini par des recherches parallèlement qui essaient d'appréhender l'objet en question sans être limité par les représentations populaires du mot. Et alors, j'en avais conclu récemment que, au fond, quand on veut absolument échapper aux définitions, et c'est un peu d'ailleurs le problème des astrologues, en tout cas de leurs clients, c'est qu'ils veulent être uniques. Ils veulent être uniques, ils veulent que le thème soit unique et qu'ils ne le renvoient qu'à eux-mêmes. Alors là aussi, c'est un autre problème. Quand je demande la norme, on me répond, la norme, c'est le thème. Alors évidemment, c'est un problème. Parce que la norme, c'est déjà quelque chose d'extrêmement spécifique. Le thème est quelque chose d'extrêmement spécifique. Dire que le thème, c'est la norme, c'est une contradiction. Un médecin qui soigne un malade, il n'est pas en train de se référer au malade. Il essaie de rendre le malade à la norme. Jusqu'à preuve du contraire. Alors maintenant, si le malade ne peut pas guérir, est incurable, alors là, on sort de la norme. C'est notre problème. Ce que j'appelle l'opposition entre les soins palliatifs et une espèce de retour à la normalité, au normatif. Alors, effectivement, on a ce phénomène. Et alors, par la négation, justement, par la négation, en l'utilisation de phrases négatives, on peut éventuellement essayer d'échapper à cette rigueur du général qui est propre au langage. Si je dis « c'est un homme », là je suis dans une rigueur. Si je dis « ce n'est pas un homme », là ça peut être n'importe quoi. Ou bien « je ne suis pas intelligent », c'est moins clair que « je suis intelligent ». C'est pas du tout la même chose en fait. Je suis intelligent, ça renvoie à la notion d'intelligence. Je ne suis pas intelligent, ça peut vouloir dire que je manque d'intelligence, mais ça peut aussi vouloir dire, tout simplement, que je n'entre pas dans la catégorie de l'intelligence. Et donc à ce moment-là, on ne sait pas de quoi on parle. C'est une espèce de paradoxe, mais en fin de compte, si je dis « cela n'est pas un couteau », ça ne nous dit pas ce que c'est. On ne va pas définir l'objet en disant « cet objet, ce n'est pas un couteau ». Ce n'est pas la définition de l'objet. C'est comme la fameuse histoire, quelqu'un qui cherche un titre pour un roman, et puis on lui dit « Est-ce qu'il y a des tambours dans votre roman ?» Non. « Est-ce qu'il y a des trompettes dans votre roman ?» Non. Eh bien, appelez-le sans tambour ni trompette, comme ça sera parfait. Vous voyez. Donc, effectivement, le sans ou le non ne nous dit rien, en fait. Il ne nous dit rien. Même impossible n'est pas la même chose que possible. Possible ne me permet pas de comprendre ce qui est impossible. Ce qui est impossible, c'est au-delà du possible, en dehors du possible, ça ne me dit pas de quoi il s'agit. Voilà. Donc effectivement, je conseillerais aux astrologues qui veulent effectivement s'inscrire dans une sorte de problématique comme ça de l'individuation, de l'individualité, d'utiliser la négation. Ou bien d'utiliser, ce qui revient à peu près au même, la nuance, mais ceci, mais cela, ou dire autre, par ailleurs, ou autrement, etc. Alors là, effectivement, par exemple, d'ailleurs, le simple fait de dire il est comme ceci parce qu'il a telle planète à tel endroit, mais il a une autre planète qui est à tel autre endroit et une autre planète, etc., c'est aussi une forme de négation parce que chaque addition vient neutraliser, compléter, corriger ce qui a été dit avant. Donc là aussi, on est une espèce de spirale comme ça de mots qui viennent se corriger, qui viennent s'additionner les uns aux autres et qui renvoient au fond au même problème de l'individuation, c'est-à-dire je ne sais pas qui il est libre d'être ce qu'il est, et au fond je n'ai pas besoin de le classer, je n'ai pas besoin de l'étiqueter. Voilà, donc on se sert du langage, à ce moment-là, la négation est une subversion du langage. Parce que finalement c'est une espèce d'aberration la négation. Ben oui, parce que je prends la peine de définir un mot, puis tout d'un coup on me dit mais vous pouvez l'employer à la forme négative. Ben oui, mais la forme négative, ça change tout. Le fait d'employer un mot, parce que comment voulez-vous qu'un mot puisse vouloir dire le contraire de ce qu'il est? Or, si quelque part vous mettez possible et impossible, impossible appartient à la chaîne sémantique de possible. Et à partir de ce moment-là, on n'y comprend plus rien. Donc quand la forme est de même que désagréable, appartient-il à la même chaîne sémantique que agréable ou agréé? Je n'agrée pas, est-ce que c'est la même chaîne sémantique que j'agrée? Non. En fin de compte, c'est même pas un antonyme à proprement parler. C'est une espèce de no man's land,
sémantique, voilà, ce n'est pas ça. Voilà, c'est le nini de certains théologiens ou de certains hommes politiques. On ne fait pas ça, et on ne fait pas ça non plus. Une espèce de no man's land, comme cela, qui est tout à fait intéressant, mais qui, finalement, crée une espèce de flou artistique, de brouillard, dans lequel, pour parler de l'astrologue, dans lequel il enferme, en fin de compte, son client, et dans lequel il s'enferme lui-même, et dans lequel il est, en quelque sorte, insaisissable, sinon infalsifiable, effectivement. Donc, effectivement, ça fait partie aussi de ces questions que je voulais aborder dans cette causerie du 14 et du 15 février 2012, où effectivement je fais le bilan d'un certain nombre d'entretiens que j'ai eus. Alors parfois je les mets je les rédige, parfois je préfère passer par la caméra, pas tout à fait la même chose. Voilà, donc voilà, à suivre. Alors ce quatrième volet de cette causerie de la mi-février 2012 va se terminer sur un autre problème que j'ai peut-être déjà abordé. C'est celui de l'explication. Comment se fait-il qu'un système qui était conçu, à mon avis, pour comporter un cycle central et des divisions subalternes, s'est-il transformé au cours des âges en un système où il n'y a plus de cycle central et où tout un ensemble de cycles se comportent de façon, je dirais, autonome et de façon, disons, décalée les uns par rapport aux autres. En fait, on trouve des exemples de ce genre dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des royaumes. On sait que lorsque, par exemple, une région veut faire sécession, eh bien, elle se dote des mêmes structures que celles du système central. Et l'on connaît des velléités d'indépendance locale, régionale, provinciale, qui ont parfois conduit effectivement à la création d'États nouveaux. Prenez par exemple même le cas de la principauté de Monaco, ben c'est ça, c'est une petite enclave qui a fini par se doter des structures d'un royaume. En tout cas, toutes proportions gardées, bien sûr. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'astrologie, il me semble. Aussi bien d'ailleurs sur le plan du zodiaque que sur le plan des planètes. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être le privilège d'un astre central, à savoir la possibilité de légiférer en quelque sorte, c'est-à-dire de constituer un cycle à part entière, eh bien, c'est devenu en fait progressivement un ensemble de petites principautés, de petits royaumes, chacun ayant capacité en quelque sorte à battre monnaie, chacun ayant son petit roi, son petit conseil, ses frontières propres. Eh bien, c'est ce qui s'est passé quand on y réfléchit bien avec l'astrologie. Chaque dieu, chaque planète est arrivé à disposer de son propre système, de son propre cycle. Et l'idée, c'est effectivement de recentrer l'astrologie sur le cycle fondamental et de replacer les autres planètes à un statut, qu'on le veuille ou non, subalterne. L'unité du royaume de l'astrologie passe par l'unité cyclique. Autrement, c'est la cacophonie.
Voilà. Donc il s'agit de confisquer le pouvoir à tous les astres, en dehors, bien entendu, de l'astre central, qui est Saturne. Il faut rendre le pouvoir central à Saturne et déposséder de ce pouvoir toutes les autres planètes, y compris Jupiter, d'ailleurs. Non pas qu'elles disparaîtraient, mais elles auraient un statut, je dirais, mineur, un statut local, comme une puissance locale. Une puissance locale qui est redevable sur l'essentiel au pouvoir central. C'est ce dont souffre l'astrologie actuellement, et ce dont souffre bien entendu tout un ensemble d'autres structures, plus ou moins fédérales justement. Même les États-Unis, par exemple, comportent un fédéralisme assez puissant, avec chaque État ayant son propre Sénat, son propre gouverneur. Même s'il y a une sorte de structure centrale, mais relative. Bon. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus encore, le pouvoir est encore beaucoup plus partagé, beaucoup plus divisé. Et bon. Puis vous avez le cas de l'Europe, l'Union européenne, avec ses différents pays qui, finalement, chacun peuvent renoncer à une certaine souveraineté, mais peuvent aussi revendiquer un certain nombre une certaine qualité d'autonomie qui peut aller à l'encontre, justement, de ce pouvoir central. On pourrait opposer les forces centripètes et les forces centrifuges. Alors justement, l'astrologie est agitée et animée par des forces centrifuges très puissantes. Et notre objectif, effectivement, c'est de mettre fin à ce cirque, à ce manège, à cette cacophonie, et de replacer tout ce qui n'est pas Saturne dans un statut inférieur, subalterne, ancillaire, avec des rôles beaucoup plus limités. Et il en est de même pour le zodiaque. Le zodiaque n'est pas fait pour diviser la population en 12 catégories. Ce n'est pas du tout son objectif au départ. Son objectif est un objectif dans la chronologie, dans le cycle, la cyclicité. Et chaque signe est un état. Pour parler de la Lune, par exemple, c'est un état par lequel la Lune passe. Mais ce ne sont pas des états qui peuvent cohabiter. Des états qui sont successifs. Il y a eu donc quelque part un phénomène de déviance, de corruption du système qu'il faut observer. Autrement dit, l'astrologie n'a pas vocation véritablement à être une caractérologie. Ce qui veut dire que nous ne pensions pas que la caractérologie n'est pas d'intérêt, mais elle n'est pas d'ordre astrologique. En revanche, elle doit être prise en compte par l'astrologie. Et la principale caractérologie, c'est évidemment, bien que ce ne soit pas très à la mode, très bien vu, c'est évidemment la différence entre les hommes et les femmes, qui est une caractérologie fondamentale, qui est généralement oubliée, et qui est non seulement oubliée, mais qui est refoulée, qui est niée par la caractérologie, disons, habituelle, qui, elle, considère que tous les hommes ou les femmes peuvent avoir tel et tel caractère, sans que ça passe par le fait en lui-même d'être un homme ou une femme. Pour ça, c'est une chose que je conteste, que je condamne absolument le plus vigoureusement possible. Et je constate que beaucoup d'astrologues ne maîtrisent pas cette question du masculin féminin. Comme je disais tout à l'heure dans un précédent volet, quand on leur dit qu'est-ce que c'est que le masculin féminin, eh ben, ils en restent au niveau des pratiques langagières. Hein. Ils disent le masculin, vous savez bien ce que c'est, le féminin, vous savez bien ce que c'est. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est extrêmement flou. Et ils se réfugient dans les jupes de la langue, hein, en disant vous n'avez qu'à vous débrouiller avec ça. Demandez aux gens ce qu'ils pensent du masculin et féminin, et puis vous aurez la réponse. Voilà. Donc au lieu d'aller faire des recherches un peu sérieuses sur le masculin et féminin, eh ben, on s'en tient à ce qui est véhiculé par le langage, les associations qu'on trouve dans le langage, et d'ailleurs dans chaque langue de manière plus ou moins différente, d'ailleurs, en plus. Voilà, donc effectivement, il y a là une sorte de déviance
qui permet, qui met en question, bien entendu, la centralité des choses. Et on le voit bien, parce que finalement, lorsqu'on entend les astrologues parler du passage d'une planète, quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisque toutes les planètes auraient d'après eux un cycle, alors que ça devrait être au contraire réservé à Saturne, eh bien finalement, chaque signe dans lequel la planète passe lui donne évidemment une tonalité, une teinture différente, spécifique, mais finalement, on n'a plus conscience véritablement de la cyclicité zodiacale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que même les 4 éléments, quand on y réfléchit bien, vous demandez à 10 astrologues comment on passe d'un élément à l'autre, ils n'en savent rien du tout. Donc cette succession feu, terre, et eau, elle n'inspire personne en fait compte. Donc finalement on a des sortes d'entités comme ça, isolées en quelque sorte, l'une marquée par le feu, l'autre marquée par la terre, l'une liée au début d'une saison, liée à la fin d'une saison, liée à une planète, à une autre, à deux autres, etc. Et tout ça finalement ça se fait dans le plus profond désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'ordre dans le sens désordre et dans le sens de... Il n'y a plus de suite véritablement. En tout cas, pas au niveau, disons, conscient. Il n'y a pas de suite. Voilà. Et donc effectivement, on a des entités zodiacales qui sont là, les unes à côté des autres, et qui n'ont finalement pas grand-chose à faire les unes avec les autres. Enfin, j'exagère un petit peu, mais de toute façon, il y a un fait que tout ça n'est pas très cohérent. Ne parlons même pas de la logique symbolique qui est complètement perdue. Et quand on dit que le zodiaque est lié aux saisons, ce n'est pas le symbolisme zodiacal qui nous le dit de manière très claire, parce que le symbolisme est très, 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 très perturbé. Donc en fin de compte, c'est plutôt un discours sur le zodiaque que les gens mettent en place, mais ça n'est pas quelque chose qui découle véritablement de la symbolique zodiacale. Et c'est pour ça que j'ai parlé dans un texte d'une astrologie zodiaco-planétaire. C'est une astrologie qui ne sépare pas le zodiaque et les planètes, mais qui considère que les planètes trouvent dans le zodiaque une forme d'expression. Pour terminer, je voudrais revenir sur la question, les enseignements que nous transmettent les traditions des domiciles, des exaltations. On voit bien que le système qui nous est transmis est un système quaternaire. C'est-à-dire, il y a l'axe des équinoxes qui correspond à la présence des luminaires en bélier et en taureau. L'axe des solstices correspond à la présence des luminaires en cancer et en capricorne. Donc, en l'occurrence, les luminaires seraient en carré, en quelque sorte, les uns par rapport aux autres. Bon, on pourrait discuter sur la question de l'inversion sur les lunes, mais enfin, c'est un autre problème. Et à l'opposé, effectivement, il y a les chutes et les exils. Donc on a un système quaternaire, avec d'un côté le monde solilunaire, de l'autre côté le monde saturnien, puisque Saturne en balance, soit l'opposé, toujours également sur l'équinoxe, Saturne en capricorne verseau est également sur les solstices. Donc on a un système à base 4, qui a été déformé par la théorie des doubles domiciles. La théorie des doubles domiciles qu'on trouve chez Ptolémée dans la Tétrabible, où on ne cite pas, on ne mentionne pas les positions des planètes en exaltation dans la Tétrabible. Ça montre bien que c'est un système alternatif. Donc en fin de compte, on remplace la théorie des domiciles en exaltation, qui est une théorie qui permet justement de baliser le zodiaque en 4 parties, en une théorie des doubles domiciles où on a sauf pour les luminaires, on a deux signes pour chaque planète, comme on avait précédemment un signe en domicile et un signe en exaltation. Bon, donc effectivement, on retrouve à peu près le même nombre de facteurs, ce qui n'a pas été dit. La théorie des domiciles, c'est une volonté d'intégrer les exaltations dans le système même des domiciles, c'est-à-dire d'avoir un deuxième pôle mercurien, un deuxième pôle vénusien, qui n'est plus calculé qui n'est plus en rapport avec la théorie des exaltations, et qui est calculé par un système de symétrie par rapport au seul axe solsticial. L'axe équinoxial ne joue plus de rôle dans ce cas-là. Et donc on a complètement démantelé le système quaternaire des domiciles d'exaltation, dont j'avais parlé largement dans mon ouvrage Clé pour l'astrologie en 1976.
où je montrais, déjà j'avais appelé un chapitre l'astrologie des carrés, c'est-à-dire l'astrologie du quaternaire, qui s'oppose donc à la fois à la question du 12, qui ne paraît pas du tout apporté en astrologie, et d'autre part du 3, parce que finalement, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure, enfin dans une autre causerie tout à l'heure, en l'occurrence, le trigone est lié à la théorie des triplicités des 4 éléments, et finalement cette triplicité elle est elle-même tout à fait aberrante, même si effectivement elle semble être d'ailleurs liée au 12, puisque 4 fois 3, 12. Enfin, bon. Mais en fait, je crois qu'il faut évacuer de l'astrologie le trigone, il faut évacuer le sextile, et ne garder que l'opposition, le carré, le semi-carré et la conjonction. Donc là aussi, il y a des aspects qui sont... Alors évidemment, ça remet en question, bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça remet en question la théorie des bons et des mauvais aspects, n'est-ce pas? Puisque la théorie des bons aspects serait justement une théorie qui passerait par le trigone et par le sextile. Alors si on supprime le trigone et le sextile, on n'a plus que des mauvais aspects. Mais en réalité, pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, la question c'est, y a-t-il ou pas aspect? S'il y a aspect, eh bien c'est significatif, et s'il n'y a pas aspect, ben c'est un problème. Bon, mais qu'il y ait des bons et des mauvais aspects, ça me paraît très très discutable. Voilà, donc effectivement, on voit que finalement, on peut déconstruire totalement l'astrologie telle qu'elle nous est parvenue et faire apparaître une autre structure complètement différente, mais qui est la structure originelle dont l'astrologie actuelle ne serait que la déviance et une certaine forme d'aberration et de corruption.